Bien, eh bien, autant pour un certain nombre de conférences récentes, nous avions évoqué le comment plutôt que le quoi, autant je crois l'exposition qu'a organisée le musée d'Orsay et qui s'appelle donc le modèle noir de Géricault à Matisse est une exposition qui privilégie le quoi, justement. Alors, c'est une exposition que je vais aborder par des lieux qui sont un peu les miens. Alors, peut-être pourrait-on commencer en évoquant la figure d'un intellectuel et romancier noir américain, africain-américain, qui s'appelle Ralph Ellison, qui était né donc en 1914 et qui est mort en 1994, et qui a été l'homme d'un livre. On a publié quelques autres livres sous son nom, mais ce sont des livres qui sont souvent des recueils d'articles ou de conférences qu'il a donnés de son vivant, mais qui n'ont été rassemblés qu'après sa mort. Son livre, qui a été publié en 1952 et qui reste un livre fondamental pour la conscience africaine-américaine, s'appelait tout simplement Invisible Man, l'homme invisible. Il a été publié en 1952 et il a été traduit en français. Il est encore disponible donc au Cahier Rouge chez Grasset. Il a été traduit en français par quelqu'un que vous connaissez plutôt comme un romancier qui s'appelle Robert Merle. En fait, il s'appelait Robert Merle parce qu'il est décédé maintenant. L'auteur de Weekend as We Could, qui a eu un prix Goncourt. Et Robert Merle était angliciste, spécialiste de Oscar Wilde à la base. Et avec son épouse, ils ont pas mal traduit de littérature anglaise et américaine, dont le fameux Invisible Man de Allison. Et on leur a imposé un titre un peu étrange, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne signifie pas grand-chose, « Homme invisible, pour qui chantes-tu » Bon, voilà. Alors, Allison est quelqu'un qui appartient, si vous voulez, à cette génération qui se situe entre l'échec de la reconstruction, c'est-à-dire au fond finalement le fait qu'il n'y a jamais eu une réforme agraire qui ait redistribué les terres latifondières du sud des États-Unis en faveur de ceux qui avaient été émancipés par Lincoln le 1er janvier 1863. Donc il n'y a pas eu de redistribution des terres et pas eu d'accession des anciens esclaves au statut de fermier individuel libre, qui est le modèle américain traditionnel de à la fois quelqu'un Tom Tocqueville et aussi de Jefferson. Vous le savez, je crois que Jefferson, je l'ai déjà cité ici, dit quelque part « Farmers are the chosen people of God ». Les agriculteurs sont le peuple choisi de Dieu. Bon. Or, jamais les Noirs n'ont pu accéder à ce statut de fermier individuel, mettant en valeur la terre américaine et étant récompensés, sinon par la richesse, au moins par l'idée qu'il y a une frugalité, disons, généreuse qui permet de subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Ça, les Noirs ne l'ont jamais connu. D'où ce qu'on a appelé The Great Migration. Mais si vous allez à la Phillips Collection à Washington, il y a un ensemble important d'éléments de The Great Migration par Jacob Lawrence, Jacob J-A-C-O-B, bien sûr, Lawrence, L-A-W-R-E-N-C-E, qui est un peintre américain, africain-américain, qui a évoqué ce moment où, ne parvenant pas à devenir des fermiers individuels du modèle américain classique, les Noirs ont commencé à migrer vers les emplois industriels du Nord et sont allés constituer dans les villes industrielles du Nord des minorités prolétariennes ouvrières dont l'impact a été les événements, les émeutes qui ont eu lieu d'abord à l'époque dans ces villes, où la classe ouvrière a vu arriver des rivaux sous la forme de Noirs qui étaient prêts à être moins bien payés qu'eux, bon, ce qui a causé évidemment des problèmes, et ainsi de suite. Alors Allison se situe entre la grande migration et le mouvement des droits civiques. Et pour lui, ce qui constitue la présence africaine-américaine dans la société américaine entre la fin, effectivement, de la grande migration et le mouvement des droits civiques, c'est l'invisibilité des Africains-américains. Les Africains-américains sont invisibles. D'une certaine manière, ils ne semblent pas présents dans la société. Dans le Sud, ils sont l'objet de la ségrégation, bien sûr. Dans le Nord,
ils sont probablement invisibles. Si vous reprenez la phrase essentielle du philosophe idéaliste anglais George Berkeley, esse est percipi, être c'est être perçu. Si vous n'êtes pas perçu, vous n'êtes pas. Et c'est ça dont Invisible Man est d'une certaine manière le constat, parce que l'homme noir, parce que la présence noire se sent invisible, à la limite, elle est amenée à remettre en cause sa propre existence. Et j'ai récupéré une citation qui est la plus connue de tous les livres de Allison. I am an invisible man. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and liquids, and I might even be said to possess a mind. I am invisible, understand, simply because people refuse to see me. Faut-il traduire? Je suis un homme invisible, je suis un homme de substance, de chair et d'eau, de fibres et de liquide. Et on pourrait peut-être même dire que j'ai un cerveau, un esprit. Je suis invisible, vous comprenez, simplement parce que les gens refusent de me voir. Et c'est ça, évidemment. Alors c'est en ça que l'exposition Le modèle noir est intéressante à Orsay, parce qu'elle pose la question de la visibilité du noir. Et quelles sont les conditions de cette visibilité, et qu'est-ce qui est vu? Donc c'est bien une question du quoi plutôt que du comment esthétique. Le comment esthétique est complètement secondaire par rapport à la question de. Le second auteur qu'il faut probablement évoquer rapidement, c'est Richard Wright, qui publie d'abord en 1940 Native Son, puis en 1945 Black Boy, qui sont deux formes d'autobiographie à peine déguisées. Vous le savez, Richard Wright a passé une partie de sa vie à Paris, parce qu'il ne supportait plus de devoir vivre, évidemment, dans le contexte des villes américaines la fin des années 40, début des années 50. Il a été très proche à Paris de Jean-Paul Sartre. Et en 1961, si vous cherchez à lire un texte relativement court qui puisse exactement vous transmettre ce qu'était la sensibilité de quelqu'un d'extrêmement ouvert et fin sur sa situation dans la société américaine, il faudrait probablement relire cette longue nouvelle court roman de 1961 qui s'appelle The Man Who Lived Underground, l'homme qui vivait sous terre, qui est en fait une anecdote dont Richard Wright a entendu parler à propos d'un homme blanc et qui lui a paru tout d'un coup parfaitement représentatif symboliquement du statut du noir dans la société américaine. C'est-à-dire quelqu'un qui vit sous terre, qu'on ne voit pas à la surface des choses. Et Wright dit quelque part, Men simply copied the realities of their hearts when they built prisons. Quand les hommes ont construit les prisons, ils se sont contentés de reproduire la réalité de leur cœur. Ce qui est une phrase assez étonnante. Alors ça fait deux hommes du XXe siècle et deux écrivains. On va prendre deux femmes du XIXe siècle et qui sont non pas des écrivains, mais des activistes. Alors la première s'appelle Sojourner Truth. Vous avez quelque chose qui est immédiatement révélateur. On ne connaît pas sa date de naissance. On ne s'embarrasse pas des dates de naissance des esclaves. Les esclaves n'ont pas de date de naissance. Donc peut-être est-elle née en 1797, mais on n'est pas sûr. Le nom qu'elle porte ici, Sojourner Truth, celle qui séjourne dans la vérité d'une certaine manière, est un nom bien sûr qu'elle a créé elle-même après l'émancipation des esclaves noirs décidée par Abraham Lincoln le 1er janvier 1863 par The Emancipation Proclamation. Elle s'appelait probablement Isabella Baumfree et ou Isabella van Wagner, tout simplement parce qu'elle a été la propriété d'un monsieur qui s'appelait Baumfree, qui l'a peut-être vendu à un monsieur qui s'appelait van Wagner. Vous savez que les esclaves n'avaient pas droit à un nom de famille, elle ou il portaient le nom de famille de leur maître, pour bien montrer le fait qu'ils étaient la possession de leur maître. Voilà. Sojourner Truth est quelqu'un de très important, d'abord parce qu'elle a été quelqu'un qui a accompagné effectivement Abraham Lincoln, comme vous le savez. Lincoln s'est entouré d'un certain nombre de militants de la cause africaine-américaine, femmes ou hommes, en particulier Sojourner Truth ou Frederick Douglass par exemple, et il les consultait régulièrement tout en ne pouvant pas accéder immédiatement. Ça, c'est quelque chose de très fort chez Lincoln, cette obsession qu'il a de la libération des esclaves, de l'émancipation des esclaves, et en même temps cette idée que ça ne peut fonctionner que si le timing dans lequel c'est fait est extrêmement pensé et sûr. Alors, Sojourner Truth, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été largement oublié, puis qu'on a redécouvert, et elle est
extrêmement connu à cause de son fameux discours dont ce que j'appellerais le refrain est devenu en quelque sorte le titre du discours « Ain't I a woman ?» Et ne suis-je pas, moi, une femme? Alors le discours date de 1851. « That man over there says that women need to be helped into carriages and lifted over ditches and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages or over mud puddles or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me, look at my arms. I've plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as a man, where I could get it, and bear the lash as well. And ain't I a woman? I have borne 13 children, and seen most all sold off to slavery. And I cried out with my mother's grief, none but Jesus heard me. And ain't I a woman? C'est un texte magnifique, un texte qui vient évidemment pas du tout d'une élaboration littéraire, ou du moins qui trouve une rhétorique qui est une rhétorique venue essentiellement du cœur. Cet homme là-bas dit que les femmes, il faut les aider à monter dans leur voiture, et puis il faut les porter pour qu'elles puissent traverser les fossés, et il faut qu'elles aient les meilleures places partout. Personne ne m'aide jamais à monter dans des voitures, où personne ne m'aide jamais à franchir des flaques de boue, ou ne me donne les meilleures places. Et ne suis-je pas pourtant une femme? Regardez-moi, regardez mon bras. J'ai labouré, j'ai planté, j'ai récolté dans des granges, et aucun homme ne pouvait faire mieux que moi. Et ne suis-je pas une femme? Je pouvais travailler autant et manger autant qu'un homme quand j'arrivais à trouver de la nourriture. Et je pouvais supporter le fouet aussi bien. Et ne suis-je pas une femme? J'ai eu 13 enfants, et j'ai vu la plupart d'entre eux vendus en esclavage. Et quand j'ai crié mon chagrin de mère, personne sinon Jésus ne m'a entendu. Et ne suis-je pas une femme? Je ne sais pas si vous connaissiez ce texte, mais si vous ne le connaissez pas, à la limite, il faut partir tout de suite, parce que c'est beaucoup plus important que vous alliez le lire plutôt que de rester ici à entendre mes âneries, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment beaucoup plus fondamental. C'est parce que qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande non pas à être regardée comme noire, mais comme femme. Il y a vraiment cette espèce de rythme ternaire qu'on va découvrir, le noir, le féminin, la personne. On n'est pas encore dans la revendication d'une identité personnelle, mais on est dans la revendication d'une féminité qui s'oppose à l'anonymat du noir. Je suis femme, j'ai le droit d'être regardée comme femme. Et alors évidemment, vous avez un second personnage tout aussi essentiel. Alors, tout ça, c'est des gens... Je suis très vieux, moi. Quand j'ai commencé mes études supérieures d'anglais, c'est des gens dont on ne parlait pas du tout, inutile de vous dire. Mais là, c'est vrai qu'avec le temps, c'est des gens qui sont revenus en force. Et l'autre s'appelle Harriet Tubman. Et elle dit cette chose magnifique. « I freed 1,000 slaves. I could have freed 1,000 more if only they knew they were slaves. » J'ai libéré 1000 esclaves, j'aurais pu en libérer 1000 de plus si seulement ils avaient su qu'ils étaient esclaves. Et Harriet Tubman, elle s'appelait en fait Araminta Ross. Là aussi, personne ne sait quand elle est née. On suppose vaguement le 29 janvier 1822 et elle est morte le 10 mars 1913. Mais aujourd'hui, elle est connue dans l'histoire américaine et pas simplement dans les cercles africains américains comme the Moses of her people, le Moïse de son peuple. Pourquoi? Parce qu'elle s'est enfuie. C'était ce qu'on appelle un runaway slave. Et vous le savez, jusqu'en 1850, il suffisait que vous franchissiez l'Ohio pour que de l'autre côté, vous soyez dans un free state et que votre propriétaire planteur latifondiaire du Sud ne puisse pas vous récupérer. Franchir l'Ohio, c'était libre. Or, en 1850, il y a eu effectivement ce qu'on appelle the compromise, the Great Compromise of 1850, où pour préserver la paix entre les différents États des États-Unis pendant encore 11 ans, puisque finalement la guerre civile a éclaté en 1861, on a signé une sorte de compromis entre, évidemment, un certain nombre de gens du Nord, du Sud et de l'Ouest, pour déboucher sur cette idée que, à partir de maintenant,
une fois franchi le cours de l'Ohio, vous n'étiez plus en sécurité. C'est-à-dire qu'un planteur pouvait payer un bounty hunter, un chasseur de primes, pour aller vous chercher et vous rapporter dans. Et donc il a fallu à ce moment-là que les gens, les runaway slaves, ne s'arrêtent pas après l'Ohio, mais montent jusqu'au Canada. Le seul moyen de garantir votre liberté, c'était d'aller jusqu'au Canada. D'où, non seulement elle a été the Moses of her people, mais comme vous dit la deuxième couverture à droite, elle a été a conductor on the Underground Railroad. Et ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais the Underground Railroad, le chemin de fer souterrain, c'est une série de relais qui vont être constitués par les abolitionnistes au-delà de l'Ohio jusqu'au Canada, série de relais qui vont utiliser souvent des communautés Quakers, des églises catholiques romaines, des communautés juives et d'autres groupes de... Et dans ces relais, vous pouviez passer une nuit, 2 jours, 3 jours, vous reposer, panser vos plaies, manger un peu, etc. C'était... Et Harriet Tubman, non seulement elle accompagnait les gens sur the Underground Railroad jusqu'au Canada, mais elle n'a cessé de repartir dans son État, le Maryland, dont elle s'était enfuie, pour aller constituer des groupes d'esclaves fugitifs et les conduire par les chemins jusqu'à la liberté. Et alors j'ai toujours trouvé sa remarque qu'on cite, je ne l'ai pas redonnée là, mais vous la retrouverez sans aucun problème. On lui disait, mais comment vous avez fait? Et elle disait, mais je suis noire, et donc personne ne me reconnaissait. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que le système s'est retourné contre lui-même. Comme on ne prêtait pas attention à l'identité de la personne, mais simplement à la couleur de la peau, cette femme pouvait régulièrement, plusieurs fois par an, retourner dans le Maryland, dont elle s'était échappée elle-même. Là, vous avez l'affiche qui a été payée par son propriétaire pour promettre une récompense de $100 si elle et ses 2 frères, les 2 frères sont nommés, Harry et Ben, c'est les 2 frères, Minty, c'est elle. Donc si elle et ses 2 frères étaient récupérés hors de l'État de Maryland, la récompense était de $100 par personne. S'ils étaient récupérés dans le territoire de l'État du Maryland, c'était $50 par personne. Et évidemment, parce que, comme elle disait elle-même, personne n'ayant fait attention à moi parce que je suis noir, personne ne me reconnaît, donc je peux passer mon temps à retourner dans ces territoires dont je me suis échappé et d'emmener avec moi des gens constamment. D'où effectivement son surnom de Moïse de son peuple. C'est elle qui a accompagné les gens de the land of bondage, la terre d'esclavage, vers effectivement la terre de liberté. Alors, tous ces événements, c'est au cas où vous auriez oublié tout ça, mais tous ces événements, ou du moins le contexte de ces événements, est merveilleusement raconté par cette très très grande romancière africaine-américaine, prix Nobel de littérature, qui s'appelle Toni Morrison. En particulier, dans ce roman qui s'appelle Beloved, l'héroïne de ce roman est une mère esclave fugitive noire, Seethey, donc il vous dit carrément, moi j'ai renoncé à donner un prénom différent à mes fils. Parce que à chaque fois que j'ai un fils, il est vendu en esclavage. Donc j'ai décidé finalement que ça servait à rien de les différencier. Donc ils ont tous le même prénom et simplement un numéro pour les situer dans l'ordre effectivement de sortie de mon corps. C'est assez terrifiant. Et donc elle, évidemment, part avec les 3 enfants qui lui restent, elle part comme esclave fugitive, elle franchit l'Ohio, mais elle ne sait pas que le grand compromis de 1850 a été adopté et mis en application. Et donc un jour, elle voit arriver dans le refuge qu'elle a trouvé assez loin du cours de l'Ohio, mais encore évidemment dans le territoire américain, elle voit apparaître des bounty hunters, des chasseurs de primes envoyés par son propriétaire qui viennent la chercher. Et là, plutôt que de laisser ses enfants retourner en esclavage, elle décide de les tuer. Et elle tuera son enfant le plus jeune, qu'elle appelle Beloved, la bien-aimée, et évidemment, elle sera arrêtée avant qu'il ait temps de tuer les 2 plus âgés. Et ensuite, évidemment, l'enfant assassiné, tué, reviendra la hanter constamment, et c'est l'histoire de ce roman, qui est un roman magnifique, Beloved, c'est très... Alors, la couverture de Beloved nous intéresse parce qu'elle est à l'exposition. Ce tableau a été peint par un personnage qui s'appelait Fernand Cormon. Le tableau est aujourd'hui au musée de Pau. Et alors, c'est ça qui est très très intéressant dans l'exposition. Alors, vous me direz, est-ce que esthétiquement, c'est très satisfaisant? Non, mais je dirais à la limite, là, on s'en fout un peu. C'est que on a pris la peine dans l'exposition de vous redonner les titres successifs d'une même œuvre. Et donc, le tableau que vous voyez là aujourd'hui, cette jeune femme de profil,
hein, était intitulée il y a 40 ou 50 ans « Jeune africaine de profil », et au début du siècle, on l'appelait « Jeune nègre de profil ». Et vous voyez que le changement de nom, le changement de mot, est en lui-même essentiel. Et c'est un des aspects très très passionnants de cette exposition, qui est de révéler à la fois le regard et la nomination comme forme discrète, mais néanmoins malheureusement assez destructrice, de ce qu'on pourrait appeler le racisme. Hein. Ça, c'est Tubman. C'est très beau, parce que c'est une phrase que seul quelqu'un qui a vécu ça peut dire. Si vous entendez les chiens, parce qu'évidemment, les propriétaires d'esclaves lâchaient les chiens. Hein. Si vous entendez les chiens, continuez à avancer. Si vous voyez les torches dans les bois, continuez à avancer. Si on crie après vous, continuez à avancer. Ne vous arrêtez jamais. Continuez à avancer. Car si vous voulez un jour le goût de la liberté, continuez à avancer. C'est très beau, ça. Et alors, évidemment, bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Que quelqu'un qui est élu sur un programme qui est contre Wall Street et qui nomme immédiatement quelqu'un qui est un des pires spéculateurs de Wall Street comme secrétaire d'État au Trésor, David Mnuchin. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de plus que ça? C'est-à-dire que le secrétaire d'État au Trésor de Barack Obama, qui s'appelait Jack Lew, avait annoncé le 20 avril 2016 que de façon tout à fait exceptionnelle, pour la première fois dans l'histoire de la Federal Reserve, il y aurait un billet de $20 qui ne serait plus, ne porterait plus sur le billet la tête de Andrew Jackson, qui est un président extrêmement important dans l'histoire des États-Unis. C'est le premier président dont la carrière politique s'est située à l'ouest des Appalaches. Jusque-là, la présidence avait toujours été alternée entre la Virginie et le Massachusetts, les deux pôles de l'indépendance. Mais avec Andrew Jackson, on a pour la première fois quelqu'un qui est né à l'est des Appalaches, mais qui a fait toute sa carrière à l'ouest des Appalaches, dans l'État du Tennessee. Et pour la première fois, on envisageait de mettre sur un billet de la Federal Reserve une femme, et qui plus est une femme noire. Et le secrétaire d'État au Trésor de M. Trump, qu'on interrogeait sur ce sujet, Steve Mnuchin, l'autre jour, a dit « Oh non, il y a vraiment des choses plus importantes que ça », ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'est très clair que, voilà. Alors, quand vous entrerez dans l'exposition, ce matin, je revisitais une fois de plus l'exposition avec la DRH corporate du groupe de Lutz Kering, qui, animant un séminaire de 2 jours sur diversité et inclusion dans l'entreprise, m'avait demandé si je voulais bien ouvrir son séminaire en les promenant à travers l'exposition. Et nous avons passé 1h30 à regarder ça, grâce à l'extraordinaire indulgence et gentillesse de Madame Laurence Descartes, la directrice de Orsay l'Orangerie, que certains d'entre vous ont vu lors de notre matinée spéciale sur Picasso il y a quelques mois. Et vous commencerez l'exposition avec ce portrait de Marie-Guillemine Benoît, qui date de 1800, qui est un beau portrait. C'est pas un portrait génial, mais c'est un beau portrait. Et là, vous l'avez, ce que je disais tout à l'heure. Ça s'est appelé portrait d'une négresse. C'est devenu ensuite portrait d'une femme noire, et c'est devenu ensuite, effectivement, portrait de Madeleine. C'est-à-dire qu'on est parti, effectivement, de quelque chose qui est de l'ordre du péjoratif, voire de l'insulte, pour passer à une description dans laquelle, d'une certaine façon, c'est le problème de race qui l'emporte sur l'individualité, et puis finalement l'idée que l'individualité est plus importante que la couleur de la peau, et que ce qui compte, effectivement, toujours, c'est la personne et rien d'autre. Alors, de façon très très étonnante, si vous lisez, si vous avez le temps, il n'y a même pas de petit journal, il y a une sorte de petite présentation que vous pouvez trouver à l'entrée en français et en anglais. Et si vous lisez le texte de notre ami Laurence Descartes un peu précisément, vous verrez que probablement il s'est passé des choses dans l'organisation de l'exposition. Parce que, par exemple, ce à quoi tout le monde aurait pensé a priori, c'est-à-dire le portrait de Jean-Baptiste Bellay, l'un des premiers députés noirs dans les assemblées révolutionnaires, en particulier à la Convention, représentant Saint-Domingue. Ce portrait est présent sous la forme d'une gravure, ce qui le rend évidemment moins frappant, plutôt que sous la forme de l'original de Girodet et Troyezon, qui en fait est à Versailles. Donc comment il se fait qu'il n'a pas pu être transporté de Versailles jusqu'au musée d'Orsay, m'en voilà un peu surpris, comme disait l'autre. Cela dit, vous voyez, Girodet est un peintre remarquable. Si vous n'êtes jamais allé à Montargis, au musée Girodet, qui vient de réouvrir, ça vaut le coup d'aller y passer un samedi. C'est magnifique. Girodet est un très 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 grand peintre, qui a longtemps été négligé. C'est pas
ça, bon, c'est pas aussi important que quelqu'un de son époque qu'on va retrouver tout à l'heure, bien sûr, hein, mais c'est quand même un peintre que moi j'aime beaucoup. Et regardez, il y a quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que cet homme noir est dans la pose d'une sorte de, comment dirais-je, d'un élégant de société, hein. Si vous regardez la façon dont il s'appuie négligemment sur cette espèce de socle, on va revenir sur le buste dans un instant, si vous regardez la façon dont il... Et puis si vous regardez la ligne sinueuse que forme son corps avec la position des jambes, vous sentez bien qu'il y a là extraordinairement d'élégance, hein. Et donc cet homme noir est un homme qui est capable d'être extraordinairement élégant. Ce qui en soi, à l'époque, était déjà... voilà, bien. Alors évidemment, bon, il est accoudé au buste de quelqu'un que vous avez probablement reconnu, qui s'appelle Guillaume Thomas Raynal, et qui est en fait l'abbé Raynal. Alors l'abbé Raynal, vous le savez, c'est quelqu'un qui est une des grandes figures des Lumières du XVIIIe siècle français, en particulier parce que quand Thomas Jefferson est venu comme ambassadeur de la Jeune République en France pour remplacer Benjamin Franklin, il a entretenu une sorte de conversation incessante sous la forme de rencontres et sous la forme de lettres avec l'abbé Raynal. L'abbé Raynal n'a jamais été député d'aucune des assemblées révolutionnaires, mais il était connu comme un anti-esclavagiste absolument déterminé et fervent. Et donc, pour beaucoup de gens, le décret du 16 Pluviose en 2, c'est-à-dire évidemment le 4 février 1794, décret qui portait l'abolition de l'esclavage, ce décret apparaissait comme, d'une certaine façon, le produit de l'inspiration et du combat intellectuel de l'abbé Raynal. D'où ce que vous verrez à l'exposition, ce médaillon « Ne suis-je pas un homme, un frère ?» fait en porcelaine tendre par la Manufacture royale de Sèvres en 1789 et qui avait été commandité et distribué par un groupe à l'époque qui s'appelait la Société des Amis des Noirs. Vous voyez un esclave enchaîné, à genoux, dans une attitude de prière et qui demande effectivement « Ne suis-je pas un homme, un frère ?» Alors, j'étais un tout petit peu étonné, ça c'est mon côté angliciste borné qui ressort, hein. C'est que si vous regardez ça, la couleur vous fait immédiatement comprendre de qui il s'agit. Il s'agit de Wedgwood, bien sûr, hein, le grand porcelainier anglais du XVIIIe siècle. Et en fait, ce grand porcelainier anglais du XVIIIe siècle, qui est un des héros de la révolution industrielle, donc un homme, effectivement, lui-même des Lumières, ami de Matthew Boulton, ami de James Watt, ami de Priestley, ami de Richard Arkwright, etc., hein, ami de Erasmus Darwin. N'oubliez jamais que la fille, effectivement, de Wedgwood va épouser le fils de Erasmus Darwin. Et ensemble, ils feront, vous savez, ce petit penseur un peu secondaire qui s'appelle Charles Darwin. Vous savez, celui qui a inventé l'origine des espèces et la doctrine évolutionniste. Donc, tout ça, c'est... Je veux dire, faut pas avoir d'illusions. Les chiens font pas des chats, hein. Je veux dire, on produit pas de l'intelligence comme ça au milieu de nulle part, d'où l'importance de l'éducation, hein, et d'où l'importance, effectivement, d'un climat intellectuel dans lequel des gens peuvent se développer. Et c'est Wedgwood qui, avant... j'ai beaucoup de respect effectivement pour la Société des Amis des Noirs et pour la Manufacture royale de Sèvres, mais l'origine de ce genre d'instrument de propagande, hein, enfin voilà, on se distribuait ça, on s'offrait ça, c'est effectivement Wedgwood. Alors, vous trouverez à l'exposition des toiles dont je vous concède volontiers qu'elles ne me paraissent pas d'une importance esthétique clé dans l'évolution générale de la peinture. Ça, c'est clair. Hein. Mais en même temps, vous sentez bien qu'ici, il y a quelque chose. C'est-à-dire que vous avez à gauche l'apôtre Philippe, d'un passage des Actes des Apôtres que vous connaissez par cœur, qui est en train, effectivement, de baptiser l'eunuque de la reine d'Éthiopie. Et il y a, vous le sentez tout de suite, une ambiguïté possible. Est-ce que, effectivement, ces gens sont suffisamment humains pour mériter, d'une certaine manière, l'accès à la révélation ? C'est-à-dire, est-ce qu'en les baptisant, on montre bien qu'ils sont hommes à égalité de droits, de devoirs et d'importance de présence avec le reste de l'humanité, ou est-ce qu'ils ne deviendront vaguement susceptibles de ne pas être que des animaux le jour où ils seront baptisés? C'est-à-dire, est-ce que la conversion reconnaît quelque chose qui était depuis toujours déjà là,
ou est-ce qu'elle essaie de mettre en place quelque chose qui, bien sûr, n'était pas en place? C'est ça qui est très intéressant dans l'exposition. Alors, vous sentez bien qu'encore une fois, le quoi esthétique, l'exposition s'en fiche un peu. Et elle n'a pas tort, à mon avis. On est dans des expositions ici qui sont très inspirées par une démarche d'approche sociologique de la création artistique que les anglo-saxons adorent. Et vous savez que l'exposition vient en fait des États-Unis. Ils l'ont bricolée ici au musée d'Orsay, mais elle vient à la base des États-Unis. La France ayant prêté énormément de choses et ensuite récupérant quelques petites choses pour. Et alors regardez, ça c'est fou. C'est Pierre-Roch Vigneron, qui est un peintre dont vous n'avez jamais entendu parler probablement, en tout cas moi je n'en avais jamais entendu parler, et qui vous montre un des premiers noirs à être ordonné prêtre. Et là, évidemment, c'est assez intéressant là aussi, parce qu'on est dans des ambiguïtés fondamentales. Est-ce qu'il est digne parce qu'il est prêtre? Et est-ce que son sacerdoce efface d'une certaine manière l'indignité d'être noir? Et ça, vous avez constamment ce genre de questions. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez des éléments extérieurs qui sont des éléments ici doctrinaux ou des éléments plus tard esthétiques qui finalement font accéder ces êtres inférieurs à une dignité égale aux, ou est-ce que effectivement leurs mérites individuels leur ont valu de participer, par exemple, au magistère de l'Église ou Dieu sait quoi. Voilà. Alors, vous avez inévitablement dans l'exposition des choses qui sont des éléments de propagande. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'il s'agit de remuer les foules et de faire adhérer les foules, évidemment, en proie à l'horreur devant la cruauté des châtiments qui sont infligés aux Noirs, même si les Noirs, c'est quand même un peu supérieur aux animaux, mais très inférieur, évidemment, aux Blancs. Enfin, on ne traite même pas ces animaux comme ça. Voilà. Et pour ça, c'est très intéressant. Vous sentez combien, effectivement, il y a toute une sorte de... comment dirais-je, de manière de travailler l'opinion publique pour qu'elle renonce à cette espèce de sentiment de supériorité, etc., pour entrer dans un regard sur l'égalité et puis sur la spécificité absolument inaliénable de toute personne. Voilà, c'est vraiment... Alors là, vous avez un personnage, là aussi, dont je suppose vous aviez assez peu entendu parler jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Marcel-Antoine Verdier. La toile date de 1843, elle est à l'exposition, et elle s'appelle « Le châtiment des 4 piquets dans les colonies ». Fondamentalement, l'esclave peut être fugitif, peut-être ayant manifesté une once de désir de révolte face au traitement dont il bénéficie, si je puis dire, l'esclave a dû se rebeller. Et le prix à payer pour la rébellion, et vous verrez que le châtiment est administré par un autre esclave. C'est l'éternel problème de ce qu'on appelait pendant la Deuxième Guerre mondiale les capots. C'est-à-dire ceux qui sont dans le camp de concentration, mais qui ont été chargés par l'administration du camp de concentration de faire régner l'ordre de la concentration. C'est terrifiant, ça, c'est vraiment, voilà. Et là, vous avez un esclave noir qui est en train de punir de manière inhumaine un autre esclave noir, sous le regard d'esclave noir pour qui la punition doit servir d'avertissement, bien sûr. Si par hasard vous étiez tenté de faire comme ça, voilà ce qui vous arriverait. Et alors, ça, c'est très curieux parce que c'est... probablement vers 1843-1844, regardez ça, c'est extraordinaire, c'est 1851, c'est une entreprise absolument fabuleuse de déni. C'est-à-dire que vous avez... Alors, c'est vrai, il faut toujours le dire, George Washington a libéré par testament ses esclaves le jour de sa mort, ce que Thomas Jefferson n'a jamais fait. Parce que Jefferson avait besoin des esclaves, parce que la plantation de Monticello était dans une situation économique absolument infernale, situation économique rendue d'autant plus infernale parce que Jefferson n'arrêtait pas de faire venir des vins de France et des livres de France. Sur le quai, là, pas très loin du musée d'Orsay, en remontant au-delà de la Monnaie, vous avez l'emplacement de la librairie où Jefferson achetait ses livres. Et puis vous savez qu'à l'hôtel de Salm, le musée de la Légion d'honneur, en face, vous avez la statue de Jefferson sur les bords de la Seine. Parce que Jefferson était obsédé par la nature palladienne de l'hôtel de Salm. Or, vous le savez, Jefferson est avant tout un palladien, ça c'est clair. Et donc, Washington a bien libéré ses esclaves. Pas ceux de Martha, sa femme, parce que ces esclaves-là appartenaient à sa femme et pas à lui. Mais au moins dans son testament, il a libéré ses esclaves. Et vous voyez bien que entre cette vision
évidemment assez réaliste, même si elle insiste sur le côté difficile et cruel, et cette vision qui est une vision probablement un tantinet idyllique, de comment ça fonctionnait sur la plantation de Mont-Vernon sous l'autorité, effectivement, de celui qui est premier dans la guerre, premier dans la paix, premier dans le cœur de ses concitoyens, eh bien, évidemment, les différences étaient assez nettes. Voilà. Et là, vous avez un tableau de Biard, dont nous allons revoir un autre tableau après, qui vous représente effectivement ce qu'on appelait la traite des nègres et qu'on appelle aujourd'hui la traite des noirs. Ce tableau fait maintenant partie de la collection du site national consacré au chemin de fer souterrain, the Underground Railroad, cette série de relais qui permettait aux esclaves le site national américain fédéral est à Cincinnati dans l'Ohio et le premier tableau pratiquement que vous voyez quand vous entrez dans le musée, c'est celui-ci, donc de ce Français, qui vous représente tout simplement le fonctionnement du système triangulaire. Alors, il ne faut quand même jamais oublier que moi qui suis né en Charente et qui ai passé mon enfance à Bordeaux, je reconnais que le musée d'Aquitaine a fait un travail magnifique. Ils ont 2 salles entièrement consacrées au rôle de Bordeaux dans le commerce triangulaire. Nantes n'était pas exempt de quelques fonctionnements, pas plus que Bristol, pas plus que Liverpool. Toutes les villes qui étaient sur la façade occidentale de l'Europe ont trempé dans le commerce triangulaire. Donc vous savez que la règle est le bateau ne doit jamais être vide et la valeur de la cargaison doit augmenter à chacune des 3 étapes de... Vous partez de l'Europe occidentale et de la côte avec de la verroterie, vous arrivez sur la côte occidentale de l'Afrique et là vous avez noué des liens avec des chefs de tribu. Et vous leur avez dit, je vous aime, vous, chef de la tribu A, je déteste évidemment la tribu B, qui sont vos ennemis depuis toujours. Si vous arrivez à faire des prisonniers de la tribu B, je vous les achète comme esclaves et je vous en débarrasse en les emmenant de l'autre côté. Donc vous chargez le bateau, effectivement, des ennemis de la tribu B. Alors là, vous pouvez pratiquer du tide packing, c'est-à-dire que vous mettez tout le monde allongé sur le pont et attaché, ce qui est horrible. Le tide packing, c'était absolument épouvantable. Le loose packing, qui apparaissait effectivement plus libéral, était économiquement beaucoup plus efficace. Parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qui survivaient au loose packing et qui pouvaient être ensuite vendus sur les marchés américains que de gens qui survivaient au tight packing. Et donc, quand vous arriviez sur les marchés américains, à Charleston, où vous vouliez, vous échangiez vos esclaves contre du coton et un peu de canne à sucre, et ensuite vous rentriez. Et là, toute la production textile industrielle anglaise attendait l'arrivée de votre coton. Puisque je vous rappelle que le surnom de Manchester, c'était Cotonopolis. Ce qui veut dire qu'à un moment, pendant la guerre civile, l'Angleterre a imaginé un temps reconnaître la Confédération. C'est fou. C'est fou. Parce que la dépendance par rapport à la matière première cotonnière était telle qu'on risquait effectivement l'effondrement de l'activité industrielle britannique. D'où le fait que la Grande-Bretagne a commencé à planter du coton n'importe où, c'est-à-dire en Égypte et en Inde, et qu'un jour Gandhi a utilisé le coton pour dire « mais comment se fait-il qu'on nous vende, qu'on soit obligé de transporter notre coton à Manchester, puis ensuite d'acheter des produits manufacturés qui viennent de Manchester, faisons du homespun, c'est-à-dire filons à la maison ». Le fait que vous voyez Gandhi avec un rouet partout, c'est le homespun, bien sûr. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les Anglais. Les Tsars, les Russes, ont été aussi privés du coton américain, et donc ont commencé à planter du coton en Ouzbékistan. Et tout ça, c'est le système de la traite des Noirs, de la traite des nègres, que Biard vous explique ici. Et par contre, Biard ici vous parle, François-Auguste Biard, vous parle de l'abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises en 1948. Parce que, vous savez, le fils du notaire d'Ajaccio, qui était plutôt favorable à l'abolition de l'esclavage au début, quand il a été pris par des fonctionnements impériaux, il a été beaucoup moins sensible à. C'est curieux comme on peut changer d'avis au fur et à mesure de l'évolution d'une carrière. Et là, vous retrouvez les 3 couleurs, le bleu, le blanc, le rouge. Vous retrouvez effectivement cette jubilation des gens qui peuvent éliminer évidemment leur menottes, leurs chaînes, et puis voilà. Alors ça, c'est un phénomène collectif, c'est de l'illustration qui est, au bon sens du mot, de la propagande. Il faut faire savoir combien la bienveillance de la République conduit à la liberté des individus, quelle que soit par ailleurs la couleur de leur peau, et etc. Ce qui est intéressant, c'est quand on passe à l'individu. Et ça, c'est très beau. Et ça, c'est... Parce que vous sentez que de la croix, là... Alors,
c'était au départ appelé nègre vu en buste, la tête coiffée d'un turban rouge. Ça s'appelle aujourd'hui noir vu en buste, la tête coiffée d'un turban rouge. Mais vous sentez à quel point, évidemment, il y a chez Delacroix une sorte d'arrêt devant l'individualité. Alors bien sûr, il y a des attributs un tout petit peu follement chloriques, le turban, le vêtement, mais ce qui compte, c'est la présence, c'est la personne, indépendamment de... Bien sûr, le regard a été attiré par le fait que c'est noir, et puis tout d'un coup, le regard est passé au-delà de la différence de couleur de peau vers la personne, comme ici d'ailleurs. Et puis alors, vous avez l'éternel problème. Est-ce que finalement, le nu signifie que la femme noire est aussi regardable ou désirable dans sa beauté nue, nuda veritas, que la femme blanche? Ou est-ce que ça veut dire que la couleur de sa peau ajoute une désirabilité un peu suspecte avec éventuellement l'idée que le personnage, parce qu'elle est noire, ne pourra pas s'opposer à la rapacité du désir. Ça, c'est vraiment... C'est en ça, l'exposition est extrêmement intéressante parce qu'elle interroge continuellement le regard. C'est-à-dire qu'elle vous dit comment regardez-vous ces gens-là, et moi je vous dirai qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas échapper dans l'exposition, et c'est ça qui en fait, à mon avis, le sens, à une interrogation constante sur qu'est-ce que votre regard regarde, qu'est-ce qu'il voit, et qu'est-ce qu'il voit dans ces gens. Et alors là, il faut bien dire, bon, ça fait des années que je dis que Géricault est un des plus grands peintres de tous les temps, et qu'à mon avis, il est quand même beaucoup plus important que Delacroix, ce qui est évidemment une hérésie, mais on s'en fout. Mais regardez ça, c'est admirable. C'est absolument fabuleux. Alors ça a été acheté, vous savez, par un petit collectionneur un peu miteux avec 3 francs 6 sous un peu partout, qui s'appelle Jean-Paul Getty. Donc il est au Getty à Los Angeles. Et c'est somptueux. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans l'exposition, c'est que l'exposition fait état et aussi a suscité le fait qu'on a essayé de savoir qui étaient ces gens-là. C'est-à-dire, on ne s'est pas contenté de dire représentation d'un noir, ce noir qui c'est. Et en fait, ce noir, il s'appelle Joseph. Et il était employé à l'école des Beaux-Arts pour servir de modèle. Et ce qui est de très émouvant, c'est que dans une des vitrines, vous avez la photocopie des bulletins de salaire, en tout cas des livres de compte, où vous avez le salaire de Joseph qui est mentionné parce qu'il est venu poser à l'école des Beaux-Arts pendant un certain temps. Et alors, si vous voulez, c'est assez étonnant, parce que Adolphe Victor Geoffroy de Chaume, qui est je le savais, votre sculpteur préféré, a réalisé ce moulage sur nature du visage de Joseph. Et alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a encore 20 ou 25 ans, on appelait ça moulage sur nature d'un visage masculin noir. Aujourd'hui, on visite moulage sur nature du visage de Joseph, qui est le même personnage que celui qui est peint, effectivement, par Géricault ici. Et donc, ces gens-là sont en train de réacquérir une identité. Et ça, je dois dire, ça justifie toutes les expositions qui soient. Quand quelqu'un peut réacquérir une identité, quand quelqu'un peut réacquérir au statut de personne, là, évidemment, c'est fabuleux. Voilà. Et du coup, si vous voulez, le Géricault est tellement frappant qu'au musée Vivant Denon à Chalon-sur-Saône, ils avaient, dans un des rares musées de France, un portrait de noir. Alors on ne prête qu'aux riches, donc on l'a attribué à Géricault. On sait maintenant que ce n'est pas un portrait de Géricault. Mais c'est très étonnant de penser que ce portrait de noir a été victime d'un acte de vandalisme en 1991. Un agresseur cagoulé est entré dans le musée Vivant Denon à Chalon-sur-Saône et il a lacéré le portrait. C'est fou. Et alors évidemment, parce qu'on a parlé de Géricault, vous vous doutez qu'on y vient, bien sûr, au radeau de la Méduse. Radeau de la Méduse qui est très très problématique, puisque vous savez bien sûr que dans les circonstances qui étaient les leurs, un certain nombre de gens qui étaient sur le radeau ont pratiqué le cannibalisme. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de survivre que de manger la chair de ceux de leurs camarades d'infortune qui étaient morts sur le radeau. Ce qui a créé un scandale énorme. Et vous voyez bien que le cannibalisme, par essence, c'est pas une chose des Blancs, bien sûr, mais c'est naturellement une chose des Noirs. Et alors ça, c'est très intéressant, parce que si vous regardez le premier, effectivement, état du radeau de la Méduse, c'est-à-dire l'esquisse de 1819, il y a un tout petit problème. C'est que la composition n'est pas tout à fait la même. Et en particulier, il manque quoi? Il manque lui. C'est-à-dire le noir qui, porté sur les épaules des autres, est en train d'être le plus déterminé agitateur du tissu qui est censé attirer l'attention du bateau qui pourrait venir les sauver.
Alors, est-ce qu'on met le noir pour justifier le fait qu'il y a eu du cannibalisme ? Ou est-ce qu'on met le noir pour montrer qu'il est le plus déterminé et le plus vivant pour obtenir le salut, et qu'en fait, c'est lui qui se sent responsable de sauver, bien sûr, lui-même, mais aussi ses petits camarades. Ça, c'est extrêmement important. Ce noir-là, c'est Joseph, que nous venons de voir. Hein. Celui dont Géricault a fait le portrait. Géricault va s'en servir, puisque c'est un modèle officiel de l'école des Beaux-Arts, pour faire son noir. Et regardez, ça, c'est à l'exposition, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est l'esquisse préparatoire à la représentation du dos de Joseph qu'il va utiliser pour. Hein, avec tout un tas. Ça, c'est merveilleux, je veux dire. Ça rend l'exposition. Alors, faut pas vouloir voir les nymphéas. Hein, pour une fois, faut faire une espèce de sevrage des nymphéas. Les nymphéas, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça tue hein, dans la répétition. Et là, on a vraiment un travail sur l'histoire de l'image qui est tout à fait passionnant. Hein, je l'ai dit l'autre jour à Laurence Descartes, je trouve que c'est une exposition qui mérite... Il y a du monde. Hein, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a du monde de scolaires et qu'il y a du monde de scolaires des banlieues. Et j'étais absolument bouleversé lors d'une des 2 ou 3 visites que j'ai faites pour préparer ça. Je regardais de jeunes garçons et filles noirs de 15-16 ans et je pense que tout d'un coup, ils réaccédaient à une partie de leur dignité. Et ça, alors là, moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Hein, c'est vraiment... Et regardez ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Et regardez, c'est le regard qui est étonnant. Hein. Cette idée que le regard, c'est toujours le lieu où affleure la personne. Hein. Et d'une certaine façon, effectivement, Joseph, ici, avec ses yeux légèrement injectés de sang, c'est superbe. La personne affleure dans le regard. Et regardez, le même Joseph a servi de modèle. Et c'est là quand même où c'est intéressant, parce que vous voyez bien ce que c'est qu'un grand peintre. Un grand peintre, c'est Géricault, hein, qui arrive à vous faire cette espèce de regard absolument déchirant. Et là, vous avez quelqu'un qui est pas mal, hein, Adolphe Brune, mais c'est quand même pas Géricault. Hein, c'est clair, ça, je suis désolé, c'est pas Géricault. Hein, ça, c'est Vendredi qui serait arrivé avant Robinson Crusoe, ici, vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est une sorte d'histoire de timing qui ne fonctionne pas comme ça devrait. Par contre, ils ont aussi le Chassériau, qui est toujours Joseph. Hein. C'est un tableau, vous savez, dont les gens se sont toujours demandé s'il faut le mettre en format portrait ou en format paysage. Hein. Il est en format paysage. Mais si vous le mettez en format portrait, c'est pas inintéressant non plus. J'aime beaucoup la présence des mains. Hein, je trouve que, comme si finalement, ce qui constituait l'être noir à ce moment-là, c'est le manuel. Hein, bon, ces mains qui travaillent, ces mains qui étreignent, ces mains qui... Voilà. Et puis, cette idée quand même qu'être noir dans cette société-là, c'est inévitablement être dans le déséquilibre. Hein, cette espèce d'incapacité de trouver une sorte de point d'appui. Je trouve ça magnifique. Hein. Alors c'est Chassériau, c'est bon évidemment, c'est pas le radeau de la Méduse, c'est pas bon, mais quand même c'est très fort. Et puis cette idée que magnifique qu'on a réussi à retrouver que le personnage qui hante toutes ces images, c'est le même, et que ça n'est pas simplement un modèle noir, c'est Joseph. Et pour moi, le fait que ça soit Joseph, ça c'est important. Quand vous pouvez nommer quelqu'un, c'est complètement différent. Alors, il faut rendre hommage ici à quelqu'un que, Dieu merci, Orsay avait célébré il y a environ une douzaine d'années, hein, c'est-à-dire Charles Cordier. Charles Cordier est un personnage étonnant. C'est un sculpteur absolument magnifique. Alors, on peut le dire ici, hein, ça a été le grand sujet de travail et d'étude de Madame Pinjot. Alors, Madame Pinjot, tout le monde aurait oublié, c'est la maman de Mazarine. C'est quelqu'un à qui quelqu'un d'autre écrivait des lettres, si vous voyez ce que je veux dire. Madame Pinjot est une personnalité absolument remarquable. Hein. Si vous allez dans les musées américains et que vous connaissiez des gens dans les musées américains qui travaillent sur l'art français, on vous dira toujours que les travaux de Anne Pinjot sur la sculpture française du 19e étaient tout à fait remarquables. Et je pense d'ailleurs qu'elle n'aurait probablement pas été choisie par la personne dont nous avons parlé précédemment s'il n'y avait pas eu quelque chose de remarquable. Ce que vous avez là, c'est une technique absolument unique de mélange de matières, bronze, marbre, polychrome, agate, etc. Et ce mélange de matières va pouvoir restaurer une dignité au sujet. Hein. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, qu'on appelait à l'époque un nègre du Soudan, qu'on appelle aujourd'hui un noir du Soudan, hein, c'est parce qu'il y a cette combinaison de matériaux dont Cordier était pratiquement le seul à posséder la maîtrise. C'est parce qu'il y a cette combinaison de matériaux que tout d'un coup, vous avez l'impression que ce personnage, hein,
devient quelqu'un d'une extraordinaire dignité, et vous sentez à quel point il se dégage de cette présence une sorte de majesté et de force étonnante. Ça n'empêche évidemment que Cordier est quelqu'un qui a quand même un art de la présence sculptée étonnante, même quand il n'a pas recours à ce qui est sa spécificité de sculpture, le mélange effectivement des matières. Vous avez ici un bronze simplement qui s'appelle la Nubienne et qui est à Chatsworth, la propriété du Devonshire dans le nord de l'Angleterre, et c'est somptueux. La présence de cette femme a quelque chose. Et là, vous voyez, on n'est pas dans la soumission d'une humilité, sinon fabriquée, au moins subie. On est vraiment dans la revendication d'une dignité. Hein. Et on retrouve dans un autre travail de Cordier, La femme des colonies de 1861, quelque chose qui, à nouveau, dans le mélange des matières, et puis la maîtrise absolument fabuleuse de la suggestion des étoffes, par exemple, dans ce vêtement qui apparaît sur l'épaule ici de la femme, une qualité de travail qui, d'une certaine manière, sert la dignité du personnage auquel ce travail est consacré. Alors, inévitablement, bien sûr, pour que le modèle noir soit un modèle 19e, il fallait un passage par la photographie. Puisque vous le savez, la photographie, ça a été quand même la grande découverte. Or, s'il y a un très grand photographe français à l'époque, en particulier le personnage, c'est Nadar, bien sûr. Et Nadar a peint cette femme qui s'appelait Maria l'Antillaise, hein, dont on sait très peu de choses. Là aussi, il y a 20 ans, personne ne l'appelait Maria l'Antillaise. Là, il y a eu tout un travail de recherche qui a été fait, et il semble bien qu'à un moment, cette femme ait été une présence relativement active dans un certain nombre de cabarets où régnait aussi Jeanne Avril, des gens qu'on retrouvera l'année prochaine grâce à l'exposition Toulouse-Lautrec, parce que Toulouse-Lautrec est un très, 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 très grand peintre de la modernité. Hein, et probablement Maria l'Antillaise, elle a tourné dans le milieu des cafés-concerts et des endroits de la fête nocturne à Montmartre dans les années 1860-70. Hein. Et puis, semble-t-il, elle a eu des revers de fortune. Hein, c'est quelqu'un qui a disparu pratiquement des écrans après que Nadar l'ait prise en photo. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est cette dernière photo de Nadar, hein, qui n'est pas forcément la dernière d'ailleurs d'elle, mais je l'ai mise en position ultime parce que c'est toujours la même question. Hein. Le nu, là, est-il une manière de célébrer la beauté individuelle de Maria l'Antillaise au même titre qu'on célébrerait la beauté d'une personnalité, par exemple d'une Victorine Meurant, la maîtresse évidemment de Manet, ou s'agit-il de montrer que parce qu'elle est noire, effectivement, elle peut faire l'objet de ce qu'on appelle une pulsion scopique ou d'un voyeurisme contre lequel elle ne peut pas se défendre et ne doit pas se défendre puisqu'elle est noire. Hein. On y revient dans un instant. Car vous avez bien compris, si j'ai parlé de Victorine Meurant, c'est qu'on n'est pas très loin de l'Olympia. Hein. Et là voilà, bien sûr. Hein. Alors ce sujet d'une femme blanche nue et d'une servante noire dans l'environnement de cette femme blanche nue a dû susciter ici et là quelques émotions un peu troubles. Hein, voilà. Et peut-être qu'après tout, Frédéric Bazille, qui réalise ce tableau en 1869-70, le drame de Bazille, c'est qu'il va mourir, bien sûr, pendant la guerre de 70. Hein. On vous montre en ce moment à l'Orangerie, j'espère que tout le monde y est allé à un moment ou à un autre, deux victimes massacrées de la guerre de 14, c'est-à-dire Franz Marc et Auguste Macke, dans l'exposition sur le Blauer Reiter à l'Orangerie. Mais Frédéric Bazille, c'est le type même, effectivement, du peintre perdu. Hein, voilà. Et là, vous avez un sujet qui est, sinon exactement le même que celui de Manet, néanmoins n'aurait probablement pas existé sans l'Olympia. Gauguin a fait une copie de l'Olympia de Manet, que vous voyez ici, et qui est à l'exposition. Et en ça, c'est intéressant, effectivement, de voir à quel point cette représentation du corps blanc nu, juxtaposé à la présence d'un visage et de mains noires, est extrêmement important. Et alors, vous le savez, une des personnes qui a été le plus obsédée par l'Olympia, c'est Paul Cézanne. Dans ce tableau qui s'appelle « Une moderne Olympia », où Cézanne a vraiment procédé
à une interprétation du Manet. C'est-à-dire, il vous dit, si vous n'avez pas compris que Manet est en fait en train de vous permettre de vous rincer l'œil et qu'on est effectivement complètement dans du voyeurisme, eh ben, je vous le dis. C'est-à-dire que l'esclave noire derrière ou la servante noire, elle est en train d'ôter le tissu de manière à ce que Olympia puisse apparaître nue devant le regard extatique du bourgeois qui paie. Tout simplement. Et là, Cézanne vous dit, c'est pas la peine de biaiser avec la situation, disons-le clairement, un point c'est tout. Alors, peut-être effectivement, finalement, que chez Manet, c'est plus subtil, mais l'interprétation de Cézanne est essentielle. Alors, il y a des choses fabuleuses à l'exposition, comme ça. Alors, vous me direz, vous avez vraiment une émotion esthétique devant ça? Non, non. Mais quand vous le rapprochez du Manet, c'est quand même très fort, parce que c'est la même situation. C'est-à-dire une femme blanche éminemment désirable, mais qui n'est pas nue, et une femme noire qui, alors, contrairement à la servante de Manet, a un rôle beaucoup plus agressif au niveau de la suggestion érotique. C'est forcément, je suis persuadé, l'exposition le suggère, mais je suis persuadé que l'exposition a raison. Il est clair que Manet n'a pas fait, aucun tableau ne sort comme ça de rien. La théorie de l'intertextualité, c'est que tout tableau dialogue avec un autre tableau tout autant qu'il dialogue avec le réel. Et moi, je suis persuadé que je ne sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de rapprocher effectivement ce tableau de François-Léon Bénouville, Esther à l'Odalisque, du Manet. Ça, c'est 1844. C'est 19 ans avant Manet. Mais c'est quand même très important. Alors ça, c'est complètement fou. Ça, c'est Jules Robert Auguste. Je crois que vous pourrez l'oublier après ce soir, mais bon, ce sera injuste, bien sûr, mais vous pourrez l'oublier. 1825-1830. Et alors, j'adore, parce que ça s'appelle l'Afrique et l'Europe. Dans le genre dissimulation de relations saphiques exacerbées par, effectivement, d'un côté la blancheur de la peau et de l'autre sa noirceur, c'est assez suave. Ça s'appelle maintenant Deux femmes dénudées. C'est aussi bien, finalement. Mais je crois que l'Afrique et l'Europe, il y a une tendance à l'allégorisation que beaucoup de choses dans la réalité un peu matérielle du tableau me semblent démentir. Mais c'est mon mauvais esprit bien connu, vous le savez bien. Alors, il faut toujours rappeler qu'il y a effectivement, comme disait Nathalie Sarraute, disent les imbéciles. Quand sort le déjeuner sur l'herbe, le nombre d'imbéciles qui ont dit « Là, Manet, ça se dégrade, il montre des dames toutes nues avec des messieurs habillés dans un parc, c'est dégueulasse, ça laisse des traces. » Et Manet a répondu « Si vous allez voir le concert champêtre de Giorgione et Titien au Louvre, vous verrez des dames toutes nues avec des messieurs habillés dans un environnement naturel du parc. » Il y a une intertextualité entre le déjeuner sur l'herbe et le concert champêtre, bien sûr. Ça, c'est clair. Si on n'a pas compris ça, pas la peine de faire effectivement du regard sur la peinture. Et du coup, effectivement, Manet a un peu rivé leur clou un certain nombre de gens. Alors ça, c'est l'éternel problème de Giorgione Titien. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, Manet, ça vient de là. C'est-à-dire du Giorgione Titien. Ça veut dire Giorgione Titien, ça veut dire, vous le savez, que Giorgione a commis l'erreur d'aller retrouver sa maîtresse pendant une épidémie de peste à Venise. Et que, effectivement, sans le savoir, sans qu'il le sache, sa maîtresse avait été contaminée par la peste. Et donc, d'un seul coup, effectivement, il a été lui-même contaminé par la peste et il est mort. Et là, Vasari, qui est souvent brillantissime et adorable quand même, Vasari a eu ce récit fabuleux. Il dit « Alors Titien s'est introduit dans l'atelier de Giorgione pour terminer un certain nombre de tableaux de son camarade d'atelier avec qui il avait été formé chez Bellini, de manière à ce que la mort n'ait pas le dernier mot. » Ça, c'est magnifique. Cette idée que Titien est allé dans l'atelier de son copain Giorgione et qu'il a terminé un certain nombre de tableaux que Giorgione n'avait pas pu achever à cause de sa mort, et qu'ainsi la mort n'a pas eu le dernier mot. Ce qui fait que quand vous allez au concert champêtre au Louvre, ça dépend généralement de qui est le directeur du Louvre ou la directrice du Louvre. C'est-à-dire, si c'est un Giorgionesque fadatite, vous aurez concert champêtre Giorgione. Si c'est un Titien fadatite, vous aurez concert champêtre Titien. Si c'est un homme relativement équilibré, vous aurez, ou une femme relativement équilibrée, mais il n'y a pas eu de directrice du Louvre. Donc, il serait bon d'y penser, d'ailleurs, à mon avis. Enfin, c'est une autre histoire. Mais vous aurez Giorgione Titien. Par contre, évidemment, la deuxième version, c'est la Vénus d'Urbain, et ça, c'est uniquement Titien. Mais vous voyez à quel point, bien sûr, les gens se sont toujours extasiés sur la main de Victorine Meurent. Mais chez Giorgione et chez Titien, la main était un peu moins étalée qu'elle l'est chez Manet, mais elle était là aussi. Il y a toujours le problème des fleurs. C'est-à-dire que, est-ce que
la femme noire apporte les fleurs à la femme blanche, probablement, hein. Un monsieur qui est de passage et qui aimerait bien voir s'il peut jeter un œil, hein, voilà. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez une association entre la femme noire et la fleur qui transforme peut-être la femme noire en objet secondaire du désir, hein. Et alors ça aussi, je crois que Basile avait très bien vu, hein. Quand il fait sa jeune femme noire ou pivoine de 1870, dont Dieu merci, ils ont fait venir à l'exposition l'esquisse qui est superbe, hein. Et puis la deuxième version, très probablement, quand il a fait ça, il avait regardé Olympia très attentivement. Et alors le pire, c'est ça. Et oui, parce que bien sûr, c'est un chat. Mais supposez un moment que vous le mettiez au féminin, ça change complètement le sens du tableau. Réfléchissez 2 minutes, vous verrez, on va passer vite parce qu'il ne faut pas vous donner des cauchemars tout de suite, hein. Mais connaissant Manet un peu, à mon avis, il y a pensé, hein. C'est-à-dire que peut-être l'objet réel du désir n'est pas la femme blanche qui, effectivement, s'offre de manière un tout petit peu obscène au regard désirant du spectateur. Peut-être l'objet fondamental du désir, c'est le noir. Bon, voilà. Et alors regardez, parce qu'il n'est pas à l'exposition malheureusement, et là je regrette, là à mon avis, je ne sais pas si personne n'y a pensé ou si le tableau n'était pas disponible, mais vous avez ça, qui est Félix Vallotton, hein, qui est quand même un tableau assez étonnant. Je ne commenterai pas la cigarette, parce que je sais que vous voulez m'entraîner vers des choses où je ne veux pas aller. Mais vous réfléchirez 2 minutes, hein, puis vous me mettrez un mail ou Dieu sait quoi. Et vous voyez, ça c'est très rassurant par comparaison. Ça c'est un tout petit peu déstabilisant. Mais ça, c'est très rassurant parce que la femme noire récupère son rôle de nourrice, c'est-à-dire de mère de substitution, qui n'est pas vraiment mère, mais sans elle, on ne parviendrait pas à exercer la maternité, hein. Mais voilà, c'est très rassurant. C'est un peintre qui ne vous avait pas échappé, il s'appelle Jacques-Eugène Feyen, et ça s'appelle Le baiser enfantin, ça date de 1865. Se souvient-on suffisamment que le plus grand romancier français populaire du 19e siècle est en partie noir, à savoir Alexandre Dumas, bien sûr, hein, dont le père était un métis. Et alors regardez, ça non plus j'avais jamais vu, et c'est une des joies de l'exposition quand on regarde. Quand on voulait caricaturer Alexandre Dumas, regardez ce qu'on faisait. On accentuait tous les caractères, ouvrez les guillemets, négroïdes, fermez les guillemets. C'est fou, hein. La caricature mettait en relief ce qu'on n'aurait pas osé mettre en relief par ailleurs, c'est-à-dire effectivement le fait que Alexandre Dumas était le petit-fils d'une esclave noire. Hein, donc voilà. Et là, quand vous regardez effectivement le fait qu'on lui reproche de faire de la bouillabaisse romanesque au lieu de faire du nouveau roman, ça c'est clair que tout le monde comprend ça, hein, ben cette bouillabaisse romanesque, elle apparaît étrangement marquée par un léger racisme, voilà. Alors, bon, ça c'est fondamental, c'est le noir, source d'inspiration d'un très grand poète. Vous l'avez reconnu, vous connaissez le tableau par cœur, ça s'appelle La Dame à l'éventail, mais en fait il faut regarder le sous-titre, La maîtresse de Baudelaire 1862, c'est Édouard Manet, il s'agit donc de Jeanne Duval, hein, la mulâtresse. Hein. Et alors là aussi, c'est une des joies de l'exposition, c'est que vous avez de la main de Baudelaire des dessins de Jeanne Duval, de sa maîtresse, hein, qui est la grande inspiratrice exotique qui permet d'échapper par la chaleur, par la couleur, au spleen de Paris. Hein. Là, le noir, la femme noire, le corps féminin noir, c'est le moyen d'échapper effectivement au ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle. Et vous avez là des dessins de Baudelaire sur des pages de manuscrits des Fleurs du Mal ou des Paradis artificiels qui sont assez étonnantes. C'est Baudelaire, ça aussi, hein. Cela dit, vous vous souvenez, on en a souvent parlé ensemble, il y a ce texte de Baudelaire qui doit être le seul que j'ai lu, donc c'est pour ça que je le reproduis régulièrement, hein, ça s'appelle Le peintre de la vie moderne, c'est dédié à un personnage que Baudelaire admirait profondément, que nous avons un peu oublié, qui s'appelle Constantin X, hein, dont Baudelaire disait que c'était le premier qui avait pris à bras-le-corps le défi que Baudelaire lançait aux artistes contemporains, non pas d'aller chercher des modèles dans l'Antiquité, dans la Renaissance, etc., de montrer combien la modernité était poétique, combien le contemporain était poétique. Ce personnage qui s'appelle Constantin X, voilà le portrait qu'il fait de Jeanne Duval. Et là, vous sentez à nouveau que, comme dans la caricature de Dumas tout à l'heure, d'Alexandre Dumas tout à l'heure, vous avez une exacerbation des aspects négroïdes dans ce portrait de... J'aime infiniment ça. Je ne connaissais pas, j'ai découvert l'exposition, c'est magnifique. Hein. Très beau portrait qui date de 1827 par un peintre américain qui s'appelle John Philip Simmons et qui représente un esclave captif. Le
la personne qui a posé pour ce portrait s'appelait Ira Aldridge. Son vrai nom, c'était Frederick Aldridge, 1858 le portrait. Et alors ça, c'est magnifique, parce que c'est tout le rapport à l'art. Ce que vous voyez à gauche, peint par James Northcott, c'est Ira Aldridge que vous voyez à droite dans le rôle de l'esclave captif. À gauche, là, il est dans le rôle d'Othello. C'est le premier noir qui a été autorisé à jouer le personnage d'Othello. Avant Othello, avant Aldridge, tout Othello n'avait jamais été joué que par des blancs grimés. Le premier noir qui a pu effectivement jouer le rôle d'Othello, et ça devait être assez étonnant, parce que l'écriture de l'exil intérieur du noir dans la société vénitienne que Shakespeare a déployé de manière absolument éblouissante. Il y a chez Shakespeare une conscience effectivement de la marginalité qui est très très forte pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder ici. Je m'y attarde si souvent une fois par mois lors du cercle Shakespeare que je n'y reviens pas. Mais cette idée qu'enfin cette marginalité du noir qui obsède Shakespeare était jouée par un noir et pas par un blanc grimé, ça c'est quand même fabuleux. Et alors vous le savez, le noir peut être l'objet effectivement de tous les ridicules, comme effectivement Chocolat, le clown, qui travaillait avec Footit, les voilà tous les deux, hein, Footit et Chocolat, dans L'Araignée, une illustration en couleur du sketch de René Vincent L'Araignée. Et alors regardez là aussi, hein, ça c'est Toulouse-Lautrec, qui regarde Chocolat comme le comble de l'élégance d'un mouvement de danse. Donc, alors évidemment, on pourrait me dire, ah ben oui, c'est bien sûr, parce que les Noirs sont pas très intello, donc il faut bien évidemment qu'ils soient extrêmement agiles et extrêmement élégants au niveau du corps. Mais je trouve ça fabuleux de la part de Toulouse-Lautrec de mettre l'accent sur cette espèce d'élégance naturelle de Chocolat dansant, alors que regardez par ailleurs, Pâle, qui fait une publicité pour le savon La Hève, représente non seulement Footit et Chocolat de manière ridicule, mais Chocolat de manière ridicule sous la tyrannie, évidemment, de Footit le blanc. Hein, ça, c'est clair. Juste pour vous rappeler que on fait les beaux soirs de la télévision commerciale anglaise entre 1958 et 1978, ce qu'on appelle The Black and White Minstrel Show. Et vous le savez, si vous allez sur Internet aujourd'hui, vous avez une page entière de Wikipédia consacrée au conflit sur le Black and White Minstrel Show. Puisqu'en fait, les acteurs du Black and White Minstrel Show, c'était des Blancs qui se déguisaient en noir pour les ridiculiser. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait, voilà. Bon, il y a bien sûr le Miss Lala au Cirque Fernando, hein, ou Mademoiselle Lala au Cirque Fernando de Degas, 1879. Hein. Cette femme réalisait en tant que trapéziste et acrobate des choses que personne d'autre ne pouvait ou savait faire. Et là aussi, le gros problème, c'est est-ce qu'on l'admire pour ce qu'elle fait ou est-ce qu'on se dit après tout, c'est parce qu'elle est noire qu'elle peut faire des choses comme ça, qu'elle a été obligée de travailler physiquement son corps pour lui permettre de réaliser des exploits, mais au fond, cette espèce de surpuissance physique ne peut être que le signe finalement d'une absence de... Cela dit, c'est un tableau auquel Degas a consacré beaucoup de temps, avec évidemment des travaux préparatoires dont une partie est montrée à l'exposition de façon très passionnante, et puis alors... Probablement dans le domaine de l'art, c'est avec la musique qu'on arrive finalement à l'essentiel. Ça, c'est un Bonnard qui s'appelle Le Joueur de banjo, qui date de 1895, que j'aime beaucoup. D'abord parce que vous voyez bien que les seuls personnages que vous voyez vraiment, ce sont les spectateurs blancs. Le joueur de musique noire apparaît comme une sorte de présence en ombre chinoise. Et ça, c'est merveilleux, de montrer au fond le fait que il n'est pas vraiment pris en considération parce qu'il y a cette espèce de disparition de la présence dans ce simple jeu du noir qui voilà, et puis le banjo qui lui apparaît. Vous avez deux grandes présences visibles, le banjo, l'instrument de musique, et puis les auditeurs spectateurs. Et finalement, le personnage noir apparaît comme simplement une sorte de présence plate dessinée sur fond de... Ça, mais en même temps, regardez par exemple André Derain, le noir à la mandoline, qui date de 1930, hein, que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas évidemment l'intelligence, à mon avis, du Bonnard, qui est vraiment très complexe. Et puis alors, bien sûr, vous avez la charmeuse de serpent, hein, du douanier Rousseau, dont vous voyez effectivement que
le côté noir est extrêmement fermement marqué, comme est marqué effectivement le pouvoir de charme qu'elle entretient sur les serpents, bien sûr. Et donc, si vous voulez, cet être venu de la nature est quand même celle qui sait le mieux, effectivement, maîtriser la nature. Il y a une maîtrise de la nature qui vient de cette sorte d'état de nature dont elle n'est jamais complètement sortie. Alors, il y a une très bonne section sur vous devinez qui, hein, Joséphine Baker. Hein, j'ai souvent dit que, je sais pas, quand j'étais enfant, je sentais quand mon grand-père parlait de Joséphine Baker quelque chose qui s'allumait dans son regard. Et c'est curieux parce que ça s'éteignait immédiatement dans le regard de ma grand-mère. Hein, il y a quelque chose qui, voilà. Et là, vous avez l'affiche de Paul Colin, hein, sur la revue Nègre, au Music Hall des Champs-Élysées. Bon, c'est très curieux comment, avec le même personnage dans la même situation, vous pouvez faire quelque chose qui est de l'ordre d'un voyeurisme un peu malsain. Je trouve que ces cartes postales ont un tout petit côté voyeuriste malsain, disons, obscénité soumise à l'économie, et regardez comme le même Paul Colin, enfin, celui que nous avons vu il y a un instant, comment Paul Colin, reprenant le thème de la ceinture de banane, fait quelque chose qui n'a absolument plus le côté gênant de la photographie. C'est éblouissant. C'est vraiment éblouissant. Voilà. Et là, au contraire, vous avez Joséphine Baker en photo. Hein. On se demande pourquoi il fallait absolument qu'elle ait les seins nus, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et là aussi, j'aime beaucoup ce côté un peu cubiste de Paul Colin, décrivant effectivement cette espèce de syncopation du corps en mouvement de Joséphine. Hein. Je voulais vous montrer deux toiles qui me paraissent véritablement importantes, hein, qui sont toutes les deux de quelqu'un que nous avons déjà évoqué tout à l'heure dans La Blanche et la Noire, qui est Félix Vallotton. On en a parlé la dernière fois parce que ça a été un des membres un peu tardifs, mais néanmoins essentiels, du mouvement d'Abi. Et vous avez là ce très très beau portrait de Aïcha, qui date de 1922, où vous sentez bien qu'il s'agit d'un modèle. Mais comme par hasard, le modèle s'est rhabillé. Et dans cette espèce de refus d'une certaine complaisance de la nudité qu'on avait entrevue chez Delacroix puis chez Nadar, hein, dans le refus d'une certaine complaisance de la nudité, à la fois la beauté physique et en même temps la majesté du personnage ressortent absolument complètement. Ça s'appelle Aïcha, c'est 1922. En plus, vous sentez que c'est quelqu'un qui est dans l'univers professionnel de Vallotton. Le tableau qui dépasse ici, les cadres de tableau qui sont entassés et superposés dans le coin à gauche, tout ça, ça d'une certaine façon pose la dignité de quelqu'un sans qui le peintre ne pourrait pas parvenir effectivement à sa création. Et puis un autre tableau très étonnant de Vallotton que j'aime beaucoup, hein, qui est sur fond de... Alors, vous vous souvenez, on a cité cette phrase à la fois de Sérusier et de Maurice Denis, se souvenir qu'avant d'être une scène de bataille, un cheval au galop, une belle femme nue, une peinture, ce sont des couleurs sur une surface dans un certain ordre assemblées. Et regardez, c'est étonnant. Vous avez les uniformes kaki, vous avez les taches noires des visages, vous avez les taches des couvre-chefs rouges et bleus, hein. Vous avez la structure assez géométrique des 3 ou des 2,5 bâtiments de cantonnement. Si vous suivez les mouvements du bleu, vous pouvez partir du devant du tableau pour rebondir jusque le long du deuxième bâtiment, puis à droite, près du... Si vous regardez le rouge, la même chose, les taches deviennent une sorte de mouvement de lecture, hein, c'est très fort. Ça s'appelle Soldats sénégalais au camp de Mailly, hein, ça date de 1917, les mécomptes de l'année 17, comme on disait dans mon manuel d'histoire de terminale, l'année 17 étant une très très difficile année pour tous les combattants, sauf peut-être les Américains qui arrivent sur le terrain avec les tanks. Hein. Mais c'est, voilà, c'est... Et alors, évidemment, il y a cette idée que ces gens-là n'ont vraiment rien à faire ici. Ils sont complètement... voilà. Et que néanmoins... Ils apportent par cet élément, le rouge, le kaki, le bleu, le noir, ils apportent un élément de lisibilité et de création finalement d'images. Alors l'exposition se termine, peut-être vous le savez déjà, par la présence de Matisse. Hein.
Matisse qui en 1930 passe par New York. Pourquoi? Parce qu'il s'en va à Tahiti. Hein. Et pourquoi il passe par New York? Parce que vous le savez, à New York, il y a son fils. Son fils, c'est Pierre Matisse. Hein. C'est quelqu'un qui va faire pour la génération, disons, du cubisme et d'après, ce que Durand-Ruel avait fait pour la génération des impressionnistes. Vous le savez, Marie Cassatt, cette femme peintre impressionniste américaine remarquable qui a été célébrée l'année dernière à juste titre à Jacques Marandré, avait une amie d'enfance qui s'appelait Louisine. Louisine avait épousé un monsieur qui s'appelait Oscar Hevmeyer et qui était le roi du sucre aux États-Unis. Et Louisine avait une confiance absolue dans Marie Cassatt qui lui a dit achète du Degas. Donc elle a acheté, je ne sais plus si c'est 40 ou 45 Degas, peu importe, qui sont tous au Métropolitan aujourd'hui, je vous rassure, donc vous pouvez les voir quand vous voulez. Mais les Degas du Métropolitan, c'est les Hevmeyer, hein, ça c'est clair. Et puis, en même temps, effectivement, Louisine a dit, mais tu sais, j'ai des copains à New York qui pourraient acheter des tableaux, comment est-ce qu'on peut y avoir accès, on peut passer notre temps à venir à Paris, tu ne vas pas t'encombrer, etc. Et donc, Cassatt est allé voir Durand-Ruel et lui a dit, vous devriez ouvrir une galerie annexe à New York. C'est ce qu'a fait Durand-Ruel. Durand-Ruel, en ça, est extrêmement important. On l'a célébré ici dans une conférence de l'association il y a 3 ou 4 ans, quand il y avait eu la grande exposition consacrée à Durand-Ruel au musée du Luxembourg. Mais Durand-Ruel était très important. Et Pierre Matisse, le fils d'Henri Matisse, a construit sa propre présence à New York sur le modèle de Durand-Ruel pour la génération qui a succédé aux impressionnistes. Et alors c'est clair que quand Henri Matisse est arrivé chez son fils, Pierre, à New York, en 1930, sur le chemin de Tahiti, il se passait quelque chose de très important à l'époque. Et cette chose très importante qui se passait, elle a un nom dans l'histoire culturelle américaine, ça s'appelle The Harlem Renaissance, la Renaissance de Harlem. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que pendant les années 20-30 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu à Harlem un extraordinaire mouvement de créativité africaine-américaine. Il avait été annoncé par le très grand intellectuel africain-américain qui s'appelle E.B. Du Bois, dont vous avez le portrait ici, qui avait écrit un livre qui s'appelait The Souls of Black Folks, l'âme des peuples noirs, des Noirs, et il avait dit, nous avons dans notre tradition culturelle des mots, des rythmes, des formes de création qu'il faut absolument faire revivre. Et la Renaissance de Harlem a fait effectivement vivre et revivre ça, avec en particulier la présence d'un très grand poète, qui était Langston Hughes, hein, qu'on lit trop peu, mais qui est vraiment un très grand poète américain. Et puis, cette idée que le soir, la ville de Harlem devenait un centre de la mondanité, hein, que même les femmes noires, on va le revoir dans un autre tableau, ont adopté l'esthétique de ce que Francis Scott Fitzgerald appelait the flapper, la garçonne, hein, les cheveux coupés très courts, la robe très près du corps, le long collier qu'on peut faire tourner en dansant le Charleston, et c'est clair effectivement que cet idéal de la femme libérée qu'est la flapper, toute la communauté black bourgeoisie de Harlem l'a effectivement adopté. Tout ça se retrouvait à l'Apollo Theater, qui était le grand théâtre du spectacle renaissant noir à Harlem, avec par exemple un pianiste comme Fats Waller, dont ceux d'entre vous qui s'intéressent au jazz ont bien sûr entendu parler, ou un jeune trompettiste qui montait à l'époque, qui s'appelait Dizzy Gillespie, hein, bien sûr, que vous voyez ici avec son grand orchestre à l'Apollo, et puis, encore une fois, ce peintre, Archibald Motley, que j'aime beaucoup, où vous voyez ici, effectivement, les silhouettes de garçonnes noires américaines, et en plus, alors vous vous souvenez du titre de cette nouvelle de Fitzgerald, Bernice bobs her hair, Bernice se coupe les cheveux, hein, et puis effectivement, regardez, cette femme qui fume en public, ce qui est quand même un signe de libération féminine. Vous me direz, ça libère quoi ? Mais à l'époque, c'était extrêmement signifiant pour une femme de fumer en public, en particulier bien sûr, si en plus, elle était noire. C'est aussi le monde de Billie Holiday. Hein. Et c'est aussi à l'Apollo Theater que Billie va chanter, hein, pour la première fois, et de manière ensuite répétitive, cette extraordinaire chanson qui s'appelle Strange Fruit, que j'espère vous connaissez. Hein. Alors, ces fruits étranges ou ces fruits inconnus, à la fin, au moment, dans les semaines qui précèdent sa mort, elle chante encore ça, mais elle ne le chante plus, elle le dit, et elle arrive à peine à enchaîner un mot sur l'autre, et c'est absolument déchirant, parce qu'elle est complètement sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, elle va mourir. Mais
si vous avez des versions du début de la carrière, c'est extraordinaire, parce que les fruits bizarres, ou les fruits étranges, ou les fruits inconnus dont elle vous parle, ce sont le corps des jeunes hommes noirs qui, dans le Sud, bien sûr, ont été pendus, lynchés, parce qu'ils ont osé regarder, effectivement, les femmes blanches. Et là, effectivement, les Noirs ne savent plus trop où ils en sont, hein. Entre encore une fois un sud des États-Unis qui est toujours resté réfractaire à la réforme agraire qui aurait permis aux anciens esclaves de devenir des fermiers autonomes individuels américains, puis ensuite ce qu'on a appelé la tentation de la grande migration, le fait que les Noirs sont partis vers ne trouvant pas à survivre dans le Sud, rester latifondière en dépit de la reconstruction, les Noirs sont partis vers le Nord, c'est ce qu'on appelle la grande migration, et vous avez un peintre américain, noir américain, qui a peint cette grande migration, il s'appelle Jacob Lawrence, et le plus bel ensemble de tableaux de Lawrence est à la Phillips Collection à Washington, qui est un des plus grands musées américains. Et effectivement, ces Noirs qui sont partis vers les grands centres industriels du Nord, Chicago, etc., sont arrivés en acceptant des salaires que les syndicats avaient enjoint leurs membres de refuser. Donc il y a eu des tensions absolument terribles entre cette main-d'œuvre prolétaire noire et puis les conquêtes des luttes sociales des syndicats blancs, et ça a été absolument terrible, ça a donné lieu à des émeutes qui fait qu'on a noyé un certain nombre de Noirs dans le lac Michigan, sur les bords du lac à Chicago, et puis la continuelle présence, effectivement, du lynchage dans les petits villages du Sud. Il suffisait qu'un Noir donne l'impression, ou qu'une femme blanche dise qu'elle avait été insultée par le regard insistant d'un Noir, pour que la nuit suivante, le Noir soit récupéré par une bande, effectivement, de gens plus ou moins habillés en Ku Klux Klan et pendu à un arbre, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le lynchage, bien sûr, hein. Et si vous n'avez jamais entendu Strange Fruit, il faut entendre Strange Fruit. C'est absolument une chanson absolument déchirante qui est profondément associée avec la carrière de Billie Holiday, hein. Je voulais vous montrer Romare Bearden, qui est une femme peintre américaine qui a été très marquée par la Harlem Renaissance, même si ceci date de 1974. C'est un hommage à Billie Holiday. Et c'est un hommage à Billie Holiday chantant, bien sûr, au Apollo Theater, où nous savons que Pierre Matisse a emmené son père, ce qui a développé chez son père une passion pour le jazz qu'il a incarné dans un livre d'art qu'a publié l'un des plus grands éditeurs de livres d'art de l'époque, qui s'appelait Thériade, sous le titre tout simplement Jazz. Et vous avez cette magnifique, évidemment, litho de Matisse, où vous voyez le grand corps noir qui est déployé, évidemment, dans le ciel, ponctué d'étoiles, et l'idée que dans le corps noir, il n'y a qu'une seule chose importante, c'est le cœur rouge. Cette présence du cœur rouge dans le corps noir, flottant effectivement dans le bleu du ciel, dans l'azur du ciel, avec ces présences fulgurantes effectivement d'étoiles, c'est magnifique. Et puis vous avez bien sûr le Henri Matisse de la danseuse créole. Vous le savez, pendant, est-ce que c'est 42-43, vous vérifierez, Matisse subit une opération extrêmement importante à Lyon pour un cancer, hein. Il survivra, mais il ne s'en remettra jamais vraiment. Il ne peut plus vraiment peindre après la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement. Donc, il passe son temps à mettre des papiers par terre. Ces papiers, il dessine sur eux avec une canne au bout duquel il y a un crayon des formes élémentaires. Il indique de quelle couleur doivent être coloriées ces formes élémentaires et ensuite découpées pour être imbriquées les unes dans les autres et collées. C'est ce qu'on appelle effectivement les papiers collages de Matisse à la fin de sa carrière. Et si vous regardez ça, dans cette espèce d'efflorescence au niveau de la taille, puis d'efflorescence au niveau du cou et des seins, et puis cette espèce de visage étonnant qui apparaît ici, c'est probablement la plus belle image de Joséphine Baker qu'on ait jamais faite, hein, et qui s'appelle tout simplement Danseuse créole et qui date de 1950. Il y a au Centre Pompidou une installation assez étonnante de Larry Rivers, qui est un artiste américain qui est mort en 2002, et qui s'appelait « I like Olympia in blackface », « J'aime Olympia en noir ». Et au fond, peut-être que Larry Rivers nous donne la solution de l'exposition. On ne peut comprendre ce que c'est que d'être noir dans une société majoritairement blanche
que si à un moment on a été minoritairement blanc dans une société majoritairement noire. Et donc l'idée de transformer Olympia en un corps qui est un peu masculin mais surtout noir, de transformer la servante en un corps blanc et de transformer le chat ou la chatte en chatte blanche, ça montre bien à quel point il est difficile d'imaginer ce que peut être la difficulté d'être dans une société où vous êtes résolument minoritaire, tant que vous n'avez pas fait l'expérience du contraire, c'est-à-dire effectivement de vous retrouver, vous, minoritaire, dans une société qui est majoritairement différente de vous. Je souhaitais terminer cette ultime conférence de l'année, d'abord en vous remerciant de votre fidélité et de votre présence, et puis en vous montrant ce magnifique tableau dont peut-être certains d'entre vous savent que de façon un peu étonnante, c'est un Paul Cézanne. On ne penserait pas a priori à Cézanne, mais je trouve ça magnifique. Ça s'appelle le nègre ou le noir Scipion. Alors ça s'est appelé le nègre, ça s'appelle le noir. Je ne sais pas du tout, je suis absolument pas sûr d'avoir raison dans ce que je vais dire, mais je trouve ça somptueux. C'est-à-dire cet homme qui s'appuie sur du blanc. Or, pendant très longtemps, le travail noir aux États-Unis, là aussi, c'est un contraste visuel fabuleux, puisque les Noirs passent leur temps à ramasser et à entasser du coton qui est blanc. Et vous avez cet homme qui a peut-être passé sa journée à ramasser cette masse de coton blanc qui est là, et il s'appuie effectivement sur cette masse de coton blanc pour se reposer. Et il y a une sorte de dignité à la fois extrêmement simple, mais extrêmement émouvante dans ce geste enfin d'abandon sur ce coton qui, après avoir été l'objet de la souffrance et de la douleur du travail de la journée, devient tout d'un coup le point où accomplir le repos. Je vous remercie.